Récemment, l'épidémie s'est étendue à d'autres pays du continent. Oui, pour la première fois, des cas de Mpox ont été détectés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda et au Kenya au mois de juillet. Pour l'épidémiologiste congolais Placide Mbala, cette propagation s'explique par la connexion très forte entre les populations de l'Est de la RDC et celles des pays voisins, avec des flux quotidiens de part et d'autre des frontières en raison des activités économiques, des liens familiaux. Il faut aussi ajouter que la propagation du virus, elle ne se limite pas à l'Afrique des Grands Lacs, puisque des cas ont aussi été signalés dernièrement en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Centrafrique ou encore au Congo-Brazzaville. Au total, le virus a été repéré dans 16 pays du continent, selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine. Rien qu'en République démocratique du Congo, le pays le plus touché par l'épidémie, près de 15 000 cas confirmés ou suspects de variole du singe, qu'on appelle aussi Mpox, ont été recensés depuis le début de l'année 2024 selon l'OMS. C'est plus que sur l'ensemble de l'année 2023 où 13 000 cas suspects avaient été recensés dans le pays. Cette propagation accélérée, elle est due à une nouvelle forme du virus, un nouveau variant qui a été détecté en septembre 2023 dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Un variant qui se transmet plus facilement entre humains lors de rapports sexuels notamment, et qui cause une maladie plus grave comparée à celui qui avait provoqué une épidémie mondiale de Mpox il y a 2 ans. Le virus avait alors tué 140 personnes dans le monde. Rien qu'en RDC cette année, l'Agence sanitaire de l'Union africaine recense déjà 455 morts à cause du virus. 5 questions. Pardonnez d'abord la plus candide. Pourquoi appelle-t-on cette maladie la variole du singe? On parle de variole du singe, monkeypox en anglais, car le virus a été découvert pour la première fois chez les singes en 1958. Mais contrairement à ce que son nom indique, il circule davantage chez les rongeurs, comme les rats de Gambie, les loirs africains et les écureuils. À quelle date le premier cas humain a-t-il été détecté? C'était en 1970, en République démocratique du Congo, chez un enfant âgé de 9 ans. Depuis, d'après l'OMS, la majorité des cas ont été signalés dans des régions isolées du centre et de l'ouest de l'Afrique où la maladie est devenue endémique. Deuxième question, ces cas de contamination en France et en Europe plus globalement et dans les pays occidentaux sont-ils une nouveauté? La nouveauté, c'est que c'est la première fois que ce virus apparaît simultanément dans une vingtaine de pays. À ce stade, une grosse centaine de cas ont été identifiés, en particulier, vous le voyez, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne. On compte pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure David, seulement 3 cas en France, 5 aux États-Unis. Le virus a également été détecté dans d'autres endroits, au Canada, en Allemagne, en Suède, en Belgique et en Italie. Comment la variole du singe se transmet-elle? Eh bien, de l'animal à l'homme, la transmission se fait par un contact direct, par le sang, la transpiration, les plaies, les égratignures d'animaux infectés, par exemple donc par une morsure ou une griffure. Est-ce qu'elle se transmet d'homme à homme? La réponse est oui, et c'est sans doute ce qui se passe en ce moment. Selon Santé publique France, le virus peut être transmis par les muqueuses d'une personne malade, notamment la bouche, mais aussi notamment des gouttelettes expirées dans l'air lorsque l'on parle ou que l'on éternue. Et en Grande-Bretagne, les autorités sanitaires précisent que la transmission est constatée principalement chez des individus qui s'identifient comme homosexuels. Alors, est-ce à dire que c'est une maladie sexuellement transmissible? Pour tous les scientifiques, c'est très clair. La réponse est non. Attention, on parle ici d'une maladie très peu transmissible, rien à voir avec le Covid par exemple. Vu qu'il y a ces nouveaux éléments, parce qu'il y a un phénomène qui est quand même nouveau sur cette maladie, c'est effectivement le mode de contamination qui interroge, parce que c'est une épidémie qui ne ressemble pas à ce qu'on voyait auparavant. C'est-à-dire que des cas cantonnés en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui on a l'impression que quand même il y a une transmission qui a changé, ce qui fait qu'on identifie ces cas avec des données très préliminaires. C'est la première question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on a une explication? On a vu que ça n'était pas arrivé, que ça n'était jamais arrivé. Cette contamination qui n'est pas très importante, mais enfin qui gagne du terrain tous les jours, quelques 200 cas dans tous ces pays occidentaux. Pourquoi? Est-ce qu'on le sait? On se doute qu'il y a eu un changement dans le mode de transmission, c'est pour ça que c'est ça qu'on étudie. Vous savez d'ailleurs, vous parliez des modèles tout à l'heure, savoir ce qui va se passer, ça se concentre essentiellement sur ce mode de transmission. Donc évidemment, on repense à tout ce qu'on disait sur l'épidémie précédente, mais c'est très différent. Déjà, c'est beaucoup moins transmissible. Il semble que les contacts qu'il faille pour transmettre la maladie d'homme à homme soient quand même des contacts extrêmement rapprochés. Pour l'instant, le CDC vient de le dire, c'est essentiellement lors de rapports sexuels, essentiellement des hommes avec des hommes, chez des hommes homosexuels ou des hommes bisexuels. Alors, pardon, je fais une pause là-dessus. C'est ça qu'on ne comprend pas bien. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible.
Mais visiblement, elle concerne d'abord des hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes. Comment on explique ce... En fait, une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie qui va se transmettre par les fluides des organes génitaux, par le sperme chez l'homme ou par les sécrétions vaginales chez la femme. Or, là, ce sont des contaminations qui sont faites pendant le rapport sexuel, mais pas nécessairement par une voie de transmission sexuelle. Donc, quand vous avez un rapport sexuel, vous êtes un contact beaucoup plus rapproché, et ça peut être le fait que vous ayez un contact très rapproché qui fait que vous soyez contaminé. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'être étudié, et le fait qu'on vaccine les cas proches, qui est la méthode de lutte classique qu'on a dans les encyclopédies pour lutter contre la variole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le containment aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez un cas et vous vaccinez les gens qui sont autour, parce que le vaccin est efficace, le vaccin de la variole est effectivement efficace contre cette variole du singe à 85%, et comme ça, vous évitez la transmission. Et l'autre élément qui change un petit peu, c'est que vous avez quasiment pas de cas asymptomatiques, et les gens ne sont... C'est que de cas asymptomatiques. Donc tous les gens qui transmettent sont symptomatiques, et vous ne transmettez pas la maladie avant d'être symptomatique. Donc finalement, ce tester trace isolé qu'on a énormément critiqué pendant le Covid, là, est extrêmement efficace. Donc là, non seulement vous pouvez isoler les cas pour pas qu'ils transmettent, mais en plus, vous pouvez vacciner les gens qui sont autour. Et normalement, c'est comme ça qu'on a éradiqué la variole, ça devrait à peu près fonctionner. Mais alors, sur la gravité de cette maladie, et Aurélie nous l'a dit clairement, elle n'est pas grave, mais je lis qu'il y a un taux de mortalité compris entre 1 et 10% dans les cas enregistrés en Afrique de l'Ouest. Donc 1 à 10%, ça paraît pour le coup très important. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre dire que cette maladie n'est pas grave et puis ces chiffres, ou est-ce qu'il y a une explication ? Bon, déjà, c'est des taux de mortalité qui sont assez imprécis. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a parlé de données qui étaient extrêmement précises. Là, c'est une maladie qui est relativement rare, qui concerne essentiellement des pays africains, des gens qui ne sont pas exactement dans le même état de santé que nous, avec de nombreux cas infantiles. Et vous voyez la fourchette entre 1 et 10%. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des données qui sont relativement incertaines. Pour l'instant, on peut dire qu'en Europe et aux États-Unis, dans les premiers cas qui sortent, on n'a pas eu de facteur de gravité. Maintenant, ça reste une maladie relativement pénible et vous n'avez pas envie qu'il y ait des foyers importants de variole du singe avec des gens qui ont des vésicules sur tout le visage, qui peuvent garder certaines traces. Donc vous pouvez décéder d'une maladie. Toutes les maladies dont vous ne décédez pas, vous n'avez pas envie nécessairement de les attraper. C'est ce qui justifie la vaccination. Ça, plus... Précaution et... Exactement, c'est ce qui nécessite que vous avez un moyen d'enrayer une épidémie qui démarre, même si elle n'est pas flamboyante comme l'a été l'épidémie de la Covid-19. Vous aviez éradiqué la variole, ce que vous avez envie, c'est le plus rapidement d'éradiquer ces premières élans de variole du singe, même si ce n'est pas des phénomènes très importants. Thomas. Les symptômes s'installent progressivement. Fièvre, maux de tête, gonflement des ganglions lymphatiques, épuisement, mal au dos, douleurs musculaires. S'ensuit une éruption cutanée qui débute souvent sur le visage, puis s'étend à la paume des mains, aux pieds et aux muqueuses. Les pustules et les croûtes font penser à la varicelle, et c'est seulement à la chute de ces croûtes que les personnes ne sont plus contagieuses. Ce qui peut prendre plusieurs semaines, durant lesquelles il peut encore y avoir transmission du virus. Cela nécessite un contact rapproché avec la personne, en face à face, et pendant un temps relativement prolongé. Et via les fluides corporels, par exemple comme la salive. On peut également se contaminer via des surfaces elles-mêmes contaminées, par exemple si on touche les draps d'une personne qui est contaminée. Il faut savoir qu'en Afrique, les cas d'épidémie à monkeypox virus montraient qu'il y avait principalement des lésions au niveau des organes génitaux. Donc effectivement, en cas de rapport sexuel, cela peut favoriser la transmission du virus. Et dernier point, il existe donc un vaccin. Il n'existe pas de vaccin en tant que tel contre la variole du singe, mais selon l'Institut Pasteur, le vaccin contre la variole classique est efficace à 85%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'on ne vaccine plus contre la variole depuis les années 80, car la maladie est considérée comme éradiquée. Pour information, en Europe, le dernier vaccin conçu s'appelle Imvanex. Il est autorisé depuis 2013. Il n'est pas administré, mais il pourrait être sorti des congélateurs. Il y a un peu plus de 2 heures, vous l'avez dit tout à l'heure, David, la Haute Autorité de Santé a émis une recommandation, celle de vacciner les adultes et les professionnels de santé ayant été en contact avec des personnes malades.
Les États-Unis, eux, ont déjà pris cette décision où 2 vaccins ont été autorisés en urgence. Oui, il existe 2 vaccins qui empêchent de contracter le virus ou de développer des formes graves. C'est l'outil le plus efficace contre l'épidémie. Mais le problème, c'est que ces vaccins manquent cruellement. Selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine, seules 200 000 doses sont actuellement disponibles, alors qu'il en faudrait 10 millions pour endiguer la propagation du virus. Et puis, au-delà de la disponibilité des vaccins, se pose aussi la question de leur efficacité face à ce variant nouveau détecté en septembre dernier. Par ailleurs, l'OMS a élaboré un plan de lutte contre le Mpox en Afrique, mais il est largement sous-financé. Sur les 15 millions de dollars nécessaires, seul 1 million de dollars a été débloqué pour l'heure.